Bonsoir et bienvenue dans votre 18h30 sur Monaco Info. Un plaisir comme chaque dimanche de vous retrouver pour découvrir les actualités fraîches de la Principauté. Voici le sommaire du jour. La princesse Stéphanie a réuni hier soir sa famille, ses proches et les mécènes de Fighteds Monaco pour le traditionnel gala annuel. Une soirée qui correspondait également aux 20 ans de l'association et vous allez le voir, ce sont les années 80 qui étaient à l'honneur. Alors que la période estivale et festive vient de débuter, l'association Be Safe Monaco continue sa prévention contre la consommation d'alcool au volant. L'occasion pour sa présidente Camille Gottlieb de sensibiliser les jeunes et leurs parents au danger de l'alcool sur les routes. L'actualité de ce dimanche été est évidemment marquée par le second tour des élections législatives. Les Français sont allés voter en masse puisque le pays n'avait pas enregistré de participation aussi élevée à la mi-journée depuis 43 ans. Nous retrouverons dans un instant notre journaliste Théo Schumer depuis l'ambassade de France à Monaco pour faire le point sur les votes des Français de la Principauté. À mi-chemin entre le guide et le magazine, Le Petit Futé offre un contenu unique sur le marché du tourisme. Une vraie référence pour les voyageurs qui ont pu découvrir les adresses à ne pas rater en Principauté avec la sortie de la nouvelle édition Côte d'Azur Monaco. Notre invitée Isabelle Drezen reviendra sur nos établissements phares. Et pour finir, nous vous proposerons une visite guidée de l'exposition événement du Grimaldi Forum Turner, le sublime héritage. C'est un anniversaire important qui a été célébré hier soir au Sporting Monte-Carlo. Le traditionnel gala annuel de Fighteds Monaco a coïncidé cette année avec les 20 ans de l'association. 20 ans de combat pour accompagner et soutenir les personnes vivant avec le VIH. C'est un reportage de Patricia Navarro, Alexandra Marangoni et Sylvain Péroumal. 20 ans, c'est l'âge du bonheur, l'âge de tous les possibles. Et pour l'association Fighteds Monaco, c'est un marqueur important puisque les 2 décennies qu'elle célèbre cette année ont permis des réalisations majeures et ont mis en lumière un travail fondateur en matière d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Lorsque la princesse Stéphanie a créé cette association en 2004, il s'agissait d'un cri du cœur, un cri de révolte. C'était pas gagné au départ. Et en fait, je me dis déjà 20 ans, quoi. Et j'ai pas vu le temps passer. Et il y a encore tellement de choses à accomplir et à faire. Et tellement de gens à aider. Mais le VIH est toujours là, il n'est pas en Afrique. Il est justement l'Afrique qui s'en sort mieux que nous. Et c'est pas une honte d'être séropositif. Et ça, c'est le plus gros défi qu'on a eu depuis 20 ans et qu'on continue à avoir avec la discrimination, donc c'est pas une honte d'avoir le VIH. Et c'est les autres qui devraient avoir honte de ne pas accepter les personnes qui ont le VIH. Et pour mettre en œuvre les projets qu'elle envisageait, la princesse Stéphanie s'est entourée d'une équipe engagée et déterminée. Une armée de bénévoles et permanents encouragés par de généreux donateurs. Le vice-président de l'association était quant à lui un spécialiste des questions liées au sida. Chef de service au CHPG, il a été le premier témoin des avancées initiées par Fighteds Monaco. Par l'association sur Monaco, par la maison de vie sur Carpentras, on a été des précurseurs dans la prise en charge de ces personnes qui, il faut bien le reconnaître, sur les premiers contaminés, sont quand même des fracassés de la vie, des fracassés du virus, des fracassés des traitements, souvent associés à la toxicomanie, au tabac, à l'isolement social. On parle d'une époque, il y a 20 ans, où l'homosexualité était difficile à assumer, difficile à reconnaître, et tous ces gens-là étaient extrêmement isolés. Et c'est vrai, quand on entend tous ces affiliés, tous ces gens qui viennent à l'association, que ce soit ici à Carpentras, on a l'impression que c'est une énorme bouffée d'oxygène, ça leur permet de se ressourcer, et pour beaucoup, on le voit dans les témoignages, de se relancer dans la vie, de reprendre confiance en eux. L'anniversaire de Fighteds Monaco a fait salle comble au Sporting Monte-Carlo, preuve de l'élan qui entoure aujourd'hui encore l'association. Et quoi de mieux pour fêter ses 20 ans qu'une ambiance rétro? C'est en proposant une plongée dans les années 80 que l'association a souhaité marquer cet anniversaire. Un petit clin d'œil aussi à la présidente, la princesse Stéphanie, qui a contribué aux grandes heures de cette période musicale mythique aux côtés de nombreux autres artistes qui avaient tenu à être présents pour animer la soirée anniversaire à travers le spectacle star des années 80. C'est très important pour nous d'être ici, c'est pas la première fois et on est très heureux vraiment d'être ici pour une cause très très
très important. Et vraiment, avec tout notre cœur, on est avec l'âme, avec notre participation. Ça, c'est un jeu pour nous un petit peu différent. Chez nous, c'est l'idée de partage surtout. Et ce soir, c'est un grand moment de partage. On est, je vous le rappelle, dans les années 80, très concernés par le sida qu'on a connu, nous, de plein fouet. On a perdu des amis. Donc, je peux vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, que quand on a fait notre premier test, en 84, 85, on n'emmenait pas large, vraiment. Donc, on est très concernés par ça et on est très heureux de venir partager des bons moments. Une soirée placée sous le signe du retour vers le futur, puisque Fightheads Monaco a certes soufflé ses 20 bougies, mais ne se contente pas de ne célébrer qu'un bilan. L'association regarde déjà plus loin et ne manque pas d'ambition pour continuer à pérenniser tous ses projets fondateurs et même les amplifier à l'avenir. Elle était présente hier pour cette belle soirée de gala aux côtés de sa mère, la princesse Stéphanie. Mais même si elle apporte tout son soutien aux causes défendues par sa famille, Camille Gottlieb a aussi ses propres engagements. C'est le cas avec Be Safe. En principauté, cette association lutte depuis 7 ans contre la conduite en état d'ébriété. Entre prévention, mise à disposition de navettes gratuites et distribution d'éthylotest. En ce début d'été qui voit toujours le nombre d'accidents augmenter sur les routes, Fabien Bonniat a pu interroger la présidente de l'association, Camille Gottlieb. Camille Gottlieb, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes début juillet, synonyme de vacances, de fêtes également sur le littoral et bien sûr à Monaco. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de votre association Be Safe Monaco? Parce qu'il faut faire attention en sortant de soirée toute l'année, mais particulièrement l'été, où comme je l'ai dit, c'est une période festive. Quels sont les objectifs de Be Safe Monaco? Alors les objectifs de Be Safe Monaco sont toujours les mêmes, bien évidemment, de vérifier que tout le monde reste et rentre chez eux en sécurité, que ce soit les personnes qui montent dans les voitures, des personnes qui ont bu, ou que ce soit les conducteurs ou les conductrices. Oui. Il faut prendre ça en compte que toute l'année, il faut faire attention, comme vous l'avez très bien dit, mais particulièrement l'été, parce qu'on boit un peu plus, surtout avec la Coupe d'Euro. Ouais. Donc je pense qu'on est amené à boire un peu plus, surtout si la France gagne. On est amené à sortir plus tôt, rentrer plus tard, donc c'est vrai qu'il faut quand même pas lâcher les efforts qui sont faits toute l'année. Et il faut rester focus sur l'idée de rentrer en sécurité avec Be Safe, avec des taxis, par n'importe quel moyen, mais ne surtout pas prendre la voiture ou autre moyen de locomotion si on a trop bu. Oui, parce que vous proposez des services d'accompagnement, c'est ça ? En période creuse, on va dire l'hiver, on est sur le vendredi, samedi et uniquement une navette qui ramène sur Monaco et communes limitrophes. Et depuis juin, qu'on a reçu une nouvelle navette d'un don de Monsieur Grosoli et sa femme Emilia, qu'on a reçu, ça a été pour nous l'extase, je vous le dis honnêtement. Deux navettes, ça y est, notre association grandit, notre garage de navettes aussi grandit. Et maintenant, nos navettes ramènent donc en période estivale les 2 navettes du mardi au dimanche inclus, de minuit à 5h. Elles sont disponibles. Il y aura une navette qui sera disponible uniquement sur Monaco intramuros, donc qui fera les trajets que de Monaco à Monaco. Et l'autre navette sera exclusivement réservée pour prendre sur Monaco et ramener sur les communes limitrophes. Et notre limite, c'est les 4 chemins au niveau de Roquebrune-Camartin et au niveau de Beaulieu. Alors, la France est championne d'Europe. J'ai beaucoup trop bu. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un numéro de téléphone. C'est avec les boîtes de nuit qu'on se met en contact. Comment ça se passe? Alors, vous pouvez prendre contact au niveau des établissements de nuit aussi, mais vous pouvez aussi également prendre votre téléphone, aller sur notre compte Instagram. Il y a le numéro pour la navette Intramuros, Monaco Intramuros, qui est directement mis en biographie de notre Instagram. Aussi en story, on le publie tous les soirs, etc. Et ensuite, on a le numéro aussi qui est réservé à la navette spéciale pour les communes limitrophes. On a 2 numéros distincts. 2 numéros distincts. Depuis 2017, quelles sont les grandes actions menées par Be Safe Monaco? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2017?
Alors, je pense qu'on peut dire qu'on a peut-être fait évoluer un peu les esprits, fait prendre conscience à beaucoup de gens que le danger de l'alcool au volant est réel. C'est un fait. On l'a vu malheureusement dans l'année 2023 qui a été horrible au niveau des nombres de décès sur la route liés à l'alcool. Et surtout quand on voit tous les moyens qui sont mis en place par le gouvernement, par la police, par les pompiers, par les établissements de nuit et par BeSafe, c'est vrai qu'on se dit que le travail n'est pas fini et que BeSafe sera là tant que les gens auront besoin de nous. Et je pense que notre plus grande satisfaction, c'est que les gens nous prennent au sérieux, qu'une société, une grosse société comme la Société des Bains de Mer nous fasse confiance et nous aide. Grâce à eux, nous avons eu le deuxième chauffeur pour la deuxième navette qui a été pris en charge financière par monsieur Stéphane Valéry. Qu'une grosse entreprise comme le Touya aussi nous fasse confiance. Que en fait, toutes les grandes entreprises monégasques, privées ou publiques, nous fassent confiance. Et que même le gouvernement se rende compte que c'est un problème de société à part entière. Et qu'on travaille main dans la main avec tous les organismes de Monaco et particulièrement la police aussi, qui sont, je pense, soulagés qu'on soit là aussi tout l'été pour éviter de laisser ces personnes rentrer en état d'ébriété et d'avoir une très mauvaise nouvelle le lendemain matin. BeSafe Monaco, d'ailleurs, prend de plus en plus d'importance. Vous avez parlé du partenariat avec la SBM, il y a aussi celui avec l'IUM. Vous prenez de plus en plus d'importance? On prend de plus en plus d'importance. Je pense qu'on se le doit à nous quand même un peu, parce qu'on a fait du bon travail. Mais on le doit aussi, malheureusement, aux tragiques accidents qu'il y a eu ces dernières années. On pense notamment à Alexis qui est décédé le 15 juillet 2017, à la suite de laquelle on a décidé de fonder notre association avec les filles. Mais il y a aussi tous les décès qu'il y a eu l'année dernière qui ont fait prendre conscience aux gens que ça n'arrive pas qu'aux autres, que ça arrive à tout le monde et que ces clients peuvent sortir des établissements de nuit dont on fait partie. Que ces personnes-là, si on les avait peut-être essayé de les convaincre à ce moment-là de ne pas prendre la voiture, peut-être qu'ils n'auraient pas prise. Après, attention, on ne peut pas empêcher quelqu'un, on ne peut pas le forcer à nous suivre, on ne peut pas le forcer à souffler. Il n'y a que la police qui est capable de faire ça et je pense que la police ne peut pas faire du cas par cas. Et c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec eux pour essayer de leur donner de plus en plus d'informations sur les personnes, par exemple, qu'on a croisées en état d'ébriété et qui peuvent être un danger pour les autres et pour eux-mêmes. Et je pense que c'est une grosse prise de conscience qui a été faite en principauté et ça prouve encore une fois la légitimité de notre cause et de notre combat. Dernière question, quel message vous voulez faire passer à ces jeunes, et même moins jeunes, qui vont peut-être prendre des risques et faire courir des risques aux autres cet été? Alors, je vais m'adresser directement aux parents. Je pense que oui, jeunesse doit se faire, mais la jeunesse ne doit en aucun cas mettre en danger la vie de vos enfants. Et aux jeunes, je leur dirais, si vous aimez vraiment vos parents, s'il vous plaît, ne faites pas en sorte que le lendemain matin, il y ait quelqu'un qui leur annonce une très mauvaise nouvelle, que vous soyez à l'hôpital ou que malheureusement il y ait eu un événement tragique. Et même si vous aimez vos amis, vous-même et vos familles, essayez de vraiment faire le bon choix. BeSafe est là, pour ceux qui ont la chance d'avoir BeSafe ou pour ceux qui ne sont pas sur Monaco. Il y a toujours une alternative pour rentrer chez soi en sécurité et je pense que les moyens sont mis en place en tout cas sur Monaco. J'espère que le message sera passé. Camille Gottlieb, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Ce dimanche, les Français étaient appelés de nouveau aux urnes pour le second tour des élections législatives. À midi, le taux de participation s'élevait d'ailleurs à 26,63%. Un vote qui concerne aussi, comme vous le savez, les Français résidant en principauté. Théo Schumer, on vous retrouve devant l'ambassade de France à Monaco. Quels étaient ici les résultats la semaine dernière et qu'est-ce que cela augure du vote d'aujourd'hui ? Et oui, situation délicate pour les Français de l'étranger installés en principauté. Ils n'auront pas la députée pour laquelle ils ont voté la semaine dernière en majorité. Parmi les 5300 électeurs français inscrits ici, ils ont en effet voté dimanche à 46% pour la candidate RN Johanna Morel. Les candidats divers centres Stéphane Vogetta et Nouveau Front Populaire Maxime Da Silva étant quant à eux arrivés bien derrière. Mais la 5e circonscription comprenant Monaco est aussi celle d'Espagne et de la principauté d'Andorre.
Par conséquent, le vote comprend aussi celui des Français installés là-bas. Résultat, c'est finalement le candidat divers centre Stéphane Vogetta qui est arrivé en tête de la 5e circonscription à près de 34% des voix. En deuxième position, c'est le candidat Nouveau Front Populaire Maxime Da Silva qui se qualifie avec 26% de voix. Et la candidate RN Johanna Morel est éliminée avec près de 20% des voix. Pour ce second tour, l'enjeu est donc simple à Monaco. Que vont faire tous ces électeurs qui avaient voté pour elle? Vont-ils se rabattre sur le candidat divers centre? Peut-être pour faire barrage au Nouveau Front Populaire? Vont-ils s'abstenir? À midi, ils étaient en tout cas seulement une bonne centaine environ à s'être rendus ici à l'ambassade qui a fermé ses portes à 18h. Quoi qu'il en soit, les premières estimations seront publiées ce soir à 20h, mais les résultats définitifs de la 5e circonscription ne seront dévoilés que lundi dans leur entièreté, car environ 30% des électeurs français inscrits ici votent par Internet. Les résultats arriveront donc au compte-gouttes, mais vous le voyez ici, la situation reste incertaine pour le moment, Julia. Merci beaucoup à vous Théo Schumer pour toutes ces informations. On vous retrouve dans quelques instants pour la météo du soir. La Principauté, comme chaque été, fait le plein de touristes en ce mois de juillet. Ils viennent profiter du beau temps, des bons restaurants et du large choix d'activités proposées. Et pour savoir quels sont les meilleurs endroits où il faut aller, nombreux sont ceux à consulter le guide appelé Le Petit Futé. La nouvelle édition Côte d'Azur Monaco vient d'ailleurs tout juste de sortir avec des très bonnes adresses à découvrir. Pour en savoir plus, nous recevons ce soir Isabelle Drezen, responsable d'édition. Bonsoir à vous. Bonsoir. Le Petit Futé Côte d'Azur Monaco, nouvelle édition 2024-2025, vient de sortir. Quelles sont les nouvelles adresses à découvrir en Principauté ? En Principauté, il y a toujours des bonnes adresses à découvrir chaque année. Le principe du Petit Futé, c'est de vérifier les bonnes adresses du guide, essayer de dénicher un petit peu les petites pépites. Alors, il y a toujours plein de choses. Il y a Amazonico, évidemment, qui fait partie des nouvelles pépites. Qu'est-ce qu'on a? On a retesté, évidemment, le Café de Paris, qui a été complètement revisité, là, déjà depuis la fin de l'année, avec sa nouvelle version. Il y a des choses aussi un petit peu éphémères, comme je pense à l'Odyssée, le restaurant de l'hôtel Métropole, qui a fait une pop-up qui s'appelle Zia, où on mange autour de la piscine d'admirables pizzas, même des pizzas sucrées. Donc il y a tout un tas, il y a toujours plein de choses qui se passent en Principauté chaque année. Il faut le dire également, sur votre site, vous proposez un petit peu les incontournables de la Principauté. Je pense au Palais Princier, au musée océanographique ou encore au jardin japonais. C'est vrai qu'on outrepasse un petit peu la partie restauration et on se consacre également sur le côté culturel de la Principauté. Oui, complètement, parce que le Petit Futé, j'aime bien le rappeler, n'est pas que un guide de gastronomie, c'est un guide touristique en fait qui s'adresse aux gens qui viennent visiter la Principauté, qui s'adresse également aux résidents de la Principauté qui veulent aller voir un petit peu ce qui se passe chez eux, mais également ailleurs en dehors des frontières et notamment sur les Alpes-Maritimes. Et on a un petit côté en 3 en 1, c'est-à-dire que c'est les bonnes adresses du bout de la rue au coin du monde et on essaye de faire beaucoup dans le culturel. Et évidemment, le Palais Princier avec les admirables fresques qu'on peut aujourd'hui découvrir, le musée océanographique qui a une magnifique expo en ce moment qui s'appelle Mission polaire. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui se passent en Principauté. Il y a une super expo également Grimaldi qui a commencé il y a pas longtemps. Donc non, c'est vraiment plein de bonnes choses à découvrir chaque année. Et puis sur le Petit Futé, on en a parlé, mais vous conseillez également de nombreux restaurants. Et on peut le dire, à Monaco, il y a du choix avec 7 établissements étoilés et 11 macarons réunis sur 2 km². Monaco est un paradis pour les gourmets, c'est vrai, de tout horizon. Pour les gastronomes, mais dans le Petit Futé, on trouve aussi des bonnes adresses qui sont du petit prix jusqu'au grand luxe. Alors le grand luxe étant le Louis XV, mais moi j'aime le marché de la Condamine avec toutes ces petites échoppes. Il y a des petits restaurants, je sais pas, je pense à Popelta qui est là, un restaurant italien qui est là depuis très très longtemps et qui est d'une régularité exemplaire. Il y a des restaurants de plage très sympas comme Muse au Méridien Beach Plaza. Moi, j'adore aller manger des huîtres aussi à côté du bureau, sur le port à Fontvieille. Bah voilà, on a vraiment un panel hyper large en fait, avec plein de choses à découvrir, quel que soit finalement le budget. Et puis la Principauté est une destination qui a toujours la cote auprès de tout type de catégories. On y voit des familles, des couples, des amis. Pourquoi attire-t-elle autant selon vous ?
Alors pourquoi? Justement pour cette pluralité, c'est-à-dire que vous êtes en famille, vous voulez faire du culturel, eh ben vous allez sur le Rocher et vous allez combiner le musée océanographique et le palais, et ça fait après aller me grignoter un petit bout dans un des restos, et ça fait une sortie, on va dire familiale et très très accessible en termes de prix. Vous voulez être un peu plus dans le fast, ben vous allez faire une virée du côté de Monte-Carlo et vous allez dîner dans un restaurant étoilé ou dans un restaurant un peu branché comme la Môme, par exemple, sur le port. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et ce qui est important aussi, et nous, en fait, le Petit Futé, on sort en été, mais c'est un guide annuel, en fait. Et c'est que quel que soit, ça, ce qui est génial, c'est que quelle que soit la période de l'année, c'est pas que en période estivale, ben, il se passe toujours quelque chose à Monaco, avec beaucoup d'événements culturels qui attirent également des citadins, des gens qui habitent à Paris, à Bruxelles, à droite et à gauche, et qui vont venir passer juste le week-end. Monaco, c'est, je pense, une destination, comme nous on dit, c'est comme un city trip, c'est-à-dire que on vient à Monaco comme on pourrait se faire un week-end à Rome, à Londres, à Bruxelles, à Amsterdam. C'est vraiment une destination à la fois citadine, urbaine, mais évidemment après on peut aller faire du bateau, on peut aller faire plein de choses parce qu'à côté il y a la Méditerranée qui vous tend les bras. Et puis il y a la famille princière qui fait toujours autant rêver également. Ah, ça c'est évident. Les gens qui viennent visiter le palais, c'est quand même le seul palais en Europe qui est habité. Faut quand même le préciser, par la famille princière. Donc c'est ce côté également glamour qui restera toujours en tête en fait de l'imaginaire de Monaco. Alors, dernière question, où peut-on trouver justement toutes ces bonnes adresses monégasques sur le Petit Futé? Vous êtes présent sur de nombreux supports, je crois. Oui, on est vraiment présent un petit peu. Alors, il y a le guide papier qu'on peut acheter dans des bonnes librairies ou à la Fnac ou Amazon ou autre. On peut le télécharger également si vous voulez pas, même si on est écolo-friendly avec du papier recyclé, si vous voulez acheter uniquement l'e-book, vous pouvez le télécharger en allant sur le site du petitfuté.com. Et puis, on a également le gros portail petitfuté.com qui reprend en fait toutes les bonnes adresses qui sont citées dans le guide, qu'on peut consulter gracieusement, et également toute la partie actualité dont on parlait tout à l'heure, cette partie actualité avec qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la principauté de Monaco, des best-of de bonnes adresses sur les brunchs, sur les rooftops, etc. Et on nous retrouve également évidemment sur tous les réseaux sociaux, Petit Futé Côte d'Azur et Monaco, et sur tous les réseaux, Facebook, Insta, TikTok, tout ce que on est présent partout pour avoir les partages d'expériences à la fois de nos journalistes et à la fois des gens qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Isabelle Drezen d'être venue nous présenter la nouvelle édition du Petit Futé Côte d'Azur Monaco. Merci à vous, bonne soirée. Et en parlant justement des bonnes adresses de la Principauté, je vous propose de partir à la découverte d'un établissement qui se redynamise. Le club La Vigie Monte-Carlo change de cap cette année pour proposer une offre élargie tout en conservant une carte gastronomique alléchante. Le lieu si loin mais pourtant si près de tout est situé dans un endroit unique bordé par la Méditerranée. Le reportage d'Émilie Rousseau et de Camille Caloni. C'est un petit bout de rocher entre Pinède et Méditerranée qui, le temps d'un instant, nous offre un moment suspendu. Le club La Vigie rappelle la Riviera des années 60, la douceur de vivre à quelques pas d'un hôtel de légende, le Monte-Carlo Beach. Après la reprise d'Elsa par le chef Marcel Ravin, l'établissement poursuit sa douce transformation. On a une évolution sur La Vigie. Alors La Vigie qu'on appelle Club La Vigie, mais qu'on pourrait aisément qualifier de Cap La Vigie. Tellement on a cette sensation d'avoir un restaurant posé sur l'eau. Deux nouveautés pour cette année. Une première nouveauté importante, c'est les navettes. On a une connexion très forte avec la mer et on a choisi de mettre en place des navettes gratuites de Monaco, donc du port de Monaco, au Monte-Carlo Beach. Deuxième modification étape importante, c'est l'ouverture du soir avec une carte élégante animée par un trio qui va dynamiser nos soirées autour d'une ambiance French Riviera. De la mer à l'assiette pour une dégustation les pieds dans l'eau, le concept séduit et inspire également les équipes du chef exécutif du Monte-Carlo Beach, Pascal Garrigue. Cette année, on a fait une carte très Riviera, ça donne la part belle aux produits de la mer. On a travaillé du thon rouge, le loup de Méditerranée, la crevette de San Remo et beaucoup de légumes locaux, les artichauts, les haricots verts du pays. Il y aura des aubergines, ça sera une cuisine du soleil, très fraîche, assez simple mais très, très élégante.
Ici, les légumes de saison et la pêche locale est mise à l'honneur, qu'elles soient cuisinées, grillées au four, au sautoir ou cuites au sel. Des produits raffinés s'invitent dans une carte plus sophistiquée. On peut que être inspiré. On a un cadre magique, une clientèle féerique. On a des poissons frais tous les jours. On est vraiment dans un club, on est dans l'exception, quoi. Je pense qu'on est vraiment sur ce qu'il y a de mieux sur la Côte d'Azur. L'expérience ne serait pas complète sans avoir goûté les plaisirs sucrés du chef pâtissier du club La Vigie, dont son incontournable tiramisu sublimé au service. Pour La Vigie, on a deux différentes cartes. Une carte plus légère pour midi et une carte plus gourmand avec du chocolat, du praliné pour le soir. Donc c'est que de la gourmandise le soir. Que cela soit pour le déjeuner ou le dîner, le club La Vigie Monte-Carlo répond à une demande dans l'air du temps, bercée par les vagues de la Méditerranée. C'est une exposition exceptionnelle qui s'installe à l'espace Ravel du Grimaldi Forum. Turner, le sublime héritage du peintre britannique Joseph William Turner. Une collection de 80 toiles et œuvres sur papier tout droit venues du fameux Tate Modern de Londres. C'est le plus grand prêt d'œuvres d'art jamais consenti par ce musée que Théo Schumer et Lionel Bernardi ont pu observer en avant-première. On l'appelle le maître du sublime. Joseph Maillard William Turner, de son nom complet, ne se contente pas de peindre la nature, il veut la faire ressentir au point le plus exaltant. Une expérience fascinante rendue possible par les 38 toiles et 40 œuvres sur papier qui sont exposées ici. Mais pour rendre le spectacle encore plus beau, elles sont complétées par les œuvres de plusieurs autres artistes, cette fois modernes et contemporains, comme un dialogue entre les tableaux. Well, it's designed to show the whole breadth of Turner's career. He was a man who painted every day of his life or drew every day of his life, and the resulting body of work we're so lucky to have access to at Tate. And this exhibition aims to sort of demonstrate that through the theme of the sublime. The exhibition is designed to show the whole breadth of who Turner was. L'exposition suit un parcours scénographique qui s'étale sur 2000 mètres carrés. Chaque pièce relate un univers dont le point commun est la nature telle que la voyait Turner au XIXe siècle chez lui, dans la campagne britannique ou au cours de ses voyages en Europe. Seule une salle se détache du reste, la ville de Venise, un voyage artistique plus urbain qui tenait à cœur à l'artiste. Mais le clou du spectacle, c'est cette dernière salle sous forme de cathédrale où l'on retrouve les dernières œuvres de sa vie avec un style considéré comme inachevé par ses contemporains, mais qui lui valurent plus tard la réputation de prophète de la peinture moderne. I think this room was loosely based on St. Paul's Cathedral, which is not something I would have ever dreamed up, but is a perfect sort of space for the works. The way that they've framed each one individually is just inspired, and I think they've done such incredible justice to the selection of the works. They've really made them come alive. L'œuvre de Turner est aussi remarquable par son intemporalité. La notion du sublime incite à une réflexion sur le climat, un thème qui s'inscrit parfaitement dans les débats du temps présent, de quoi rendre l'exposition d'autant plus accessible. The way he approached his themes, the fact that we can imbue his paintings with our own imagination. He allows us to place ourselves into his paintings. It means that their relevancy hasn't dampened, and the theme of the natural environment is something that is always going to be relevant, but in the context of today, when we look at the natural world and our interactions with it a little differently, we're considering our impact on the climate and climate change. There's a new relevance to his works. Turner, le sublime héritage, est à découvrir du 6 juillet au 1er septembre à l'espace Ravel du Grimaldi Forum. Le prince Albert II et son Altesse royale la princesse de Hanovre étaient présents ce samedi dans les tribunes du Jumping International de Monte-Carlo. Ils ont assisté au sacre de la Française Inès Joly. À 26 ans, elle a créé une incroyable surprise en remportant samedi soir le Longines Global Champions Tour. Seulement 294e mondiale, la cavalière en selle sur Ambassador Z signe incontestablement la plus belle victoire de sa jeune carrière. Elle succède à Julien Paillard, victorieux l'an dernier avec Donatello Doge. Et puis nous l'avons appris aujourd'hui, Théo Andan, licencié de l'AS Monaco Athlétisme, a décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Il rejoint ainsi le relais français pour le 4x400 mètres. Toutes nos félicitations à lui.
La 12e manche du championnat du monde de Formule 1 se déroulait ce dimanche en Grande-Bretagne. Les pilotes se sont élancés pour 52 tours à Silverstone. Et c'est Lewis Hamilton qui réussit à s'imposer pour la 9e fois sur ce circuit grâce à une belle stratégie de course. Lui qui n'avait pourtant pas gagné depuis 2 ans et demi. Max Verstappen et Lando Norris viennent compléter le podium. À noter que la pluie est venue perturber ce Grand Prix, mais aussi la trajectoire de Charles Leclerc qui termine à la 14e position. Le point sur vos prévisions météo, c'est tout de suite avec Théo Schumer. Rebonsoir à vous Théo. Je crois que le début de semaine s'annonce radieux sur la Principauté. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Et oui, vous avez raison, la météo s'annonce très clémente en Principauté pour cette nouvelle semaine. Après un week-end un petit peu nuageux, vous allez voir le ciel se dégager dès demain matin. Alors il pourra rester quelques résidus nuageux par-ci par-là, mais rassurez-vous, le soleil sera complètement de la partie l'après-midi et le ciel devrait rester bien bleu toute la semaine. C'est à partir du week-end prochain que rien n'est moins sûr, mais on y reviendra bien sûr en temps et en heure. Un point sur les températures à présent, vous aurez 23 degrés en matinée et jusqu'à 26 degrés au plus fort de la journée. Et comme je vous le disais hier, là aussi les valeurs vont continuer de grimper sur tout le territoire tout au long de la semaine. Ça y est, l'été est bel et bien installé. Allez, demain, en cette belle journée ensoleillée, pensez à souhaiter une bonne fête aux typos. C'est déjà à la fin de votre édition du 18h30. Ce fut un plaisir de vous accompagner durant plusieurs jours. Demain, c'est Émilie Rousseau qui sera à la présentation de ce journal. Mais pour l'heure, je vous laisse avec le flashback de la semaine. Nous revenons sur ce qu'il s'est passé à Monaco l'année dernière à la même période. Bonne soirée.